maximum. Ta gueule, ta gueule. Je me fous du... La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus, t'as vu. Inoubliable. Nazo Fourdawaka. Vive mon pantalon. Vive le soleil. Vive Les oreilles. libre. Les forces guerrières de la sagesse viennent à la lutte, que s'il y a l'éclat de poignard, des levées éliaques dans le baudrier du barde miraculé, tous les cris s'échappant en cambrure de cygnes, leur halo dans tous les lacs lâchés dans la lisse, les axiomes alliés déterrés par le romarin, et la sauge fumant dans la faune du fracas des vies rattrapées par un brin à brandir. Sinon, à quoi bon les déplacer des bords des abîmes, où elles lèvent une jambe en même temps que l'amitié dans leurs mains et un sourcil d'étonnement irrécupérable, tant ensemble, elles dansent de délices, de pensées par la menace bleu ciel, que rien n'évite au loin. La marque salutaire de leur regard échancré de dépassement des appels. Deux. Mieux vaut que nos soleils s'éclipsent, posture céleste de résistance, mieux vaut que nos soleils ne tiennent plus à être. Sous les arbres, ils cachent leurs dons, sous les lettres, leur responsabilité, étant en leur halte tout de go, avec un gré bien huilé, bien affûté et qui remue, un savoir gré, à dégober les couleuvres de l'obscurantisme, jusqu'à nous rendre à une douleur volontaire, ferment de l'incantation jusqu'à la mue. Le corps est outillé d'une nudité buissonnante de formules. Son rêve, l'écume, son accueil, l'arboricole. Tant que le corps est fidèle à sa nudité, tout enveloppé de langue, ses attributs l'accompagnent, et la solitude, attribut des attributs. Il y a le stylo trempé de mes songes que je croise avec le glaive des rêveurs de Marina Tsvetaeva et le couteau des rêves d'Antonin Artaud pour convoquer les moines et les nonnes de leur débord aguerri. Quelle offrande,
Quelle invention leur art du combat. En solitaire, en perte de pli, en chemin de montagne. En chaque station, elle articulent l'impossible dans un rituel. Leurs phrases animales remuent les voiles. Leur sommeil pratique la descente dans l'arène. Avec la souplesse des vers contemplés, elles prennent une à une toute la monnaie des arrangements et jonglent tour à tour, tels des aigles et leurs ombres, avec ces bouts de masques et de stratèges, à leur faire perdre le sens unique et son divertissement dans leur houle de sabres somnolents. Il y a le bouclier que je dresse en table d'hospitalité, avec les marchands du sacrifice conviés à voir, dans ces cernes, l'histoire préhistorique de la poésie, et fixant le nombril terrestre, à voir frémir le principe de l'œuvre, celle qui les recrachera plus simples dans le retour de la pousse. Pousse de chaos qui nous pousse vers l'autre, plomb vert qui pétarade, surgeons qui nous prennent la voix, épopée de la reverdie à chaque dit de joie rebelle, vénérable fragilité du panache encore blanc d'obscurité. Sa venue nous sauve de l'arrêt et des épines alors saillantes, plus réelles que nous. Les index sur le marteloir du bouclier. Comme nous, les civilisations se sont penchées au-dessus du périple d'une naissance engrainée, par laquelle se démesurer devant les calices des ombelles et les crocus de sa propre nécessité à ne pas capituler devant ses carapaces. Appel croc, appel cristal, appel coupe, qui appeler pour élaguer les synthèses? Il y a, vous parlez à double tranchant. Avant que l'heure basse délivre l'ombre du disciple, rêve et générosité sont un martin pêcheur et une poule d'eau, sont deux pies tutélaires, sont un regard. Il escorte le corps vers un soleil plissant. Au front brille la solitude et ouvre la place gibbeuse d'un peuple fantastique, donnant danse au plus dur et langue de temps, de grâce à la gravité du temps, corps ululé, guerrier, guerrière, gazouillant. Ô pauvreté chérie, qui m'a donné le monde et le sexe du monde, ne les écoute pas, ils ne savent être que d'un côté. Aux murs invisibles, nous ne demandons pas encore combien d'années. Nous admirons le plantain des trottoirs. Nous tournons les rythmes pour les vents, les libérés du dédale, avec les yeux du papillon sur l'éléphant et le ton d'un ossuaire. Dans le mont analogue de nos langues, nous tournons parmi les utopistes à trébucher de plaisir sur leur humour raréfié. Comme eux, nous
tournons ce qui n'est pas vers ce qui est. Illuminés, nous dorons la béance, nous tournons dans la béance dorée, dans le mont orifice du renouveau de nos langues. Nous tournons l'orage de notre abandon, qu'il éclate ses vertus en nous par petits chocs, âge après âge, une secousse pour tout degré. Nous tournons, nous abandonnons à l'autre l'âme monde de la pierre ouvrière. C'est la danse combat d'un pied de vigne qui reste enraciné avec les siens. Quand bien même la tramontane et le mistral s'enroulent dans sa tête, revenant les rouleaux brusques, ces rotations lentes sont plus fortes, elles sont le secret de l'ivresse. Avant le sucre, la guerrière ne va pas au combat sans sa paix. Il ne lui suffit pas de la monter en neige afin d'attirer la grue. Le premier acte de paix est de se déclarer guerrière. Atteindre sa paix est le premier acte du combat. Il prend une vie, vague une vie entière dans chaque jour et une dérive dans chaque vie. De l'eau, du jour, eau de lymphe, glissant du gosier de la mort, eau de dauphin, entre les pétales diaphanes du calice, eau de temps perdu, à saisir en marchant, jusqu'à la prononciation dérobée, et le relâcher de crypte dans la cathédrale du bas ventre choral, au réveil de l'eau en l'air, par la langue focale. Vienne la paix, la base active du combat, tout le combat, et l'évasement de la paix, l'eau frôlée. Goutte d'entre-deux, goutte d'autonomie, goutte de libre arbitre, goutte d'autonomie, goutte d'entre-deux, goutte d'entre-deux, goutte de libre, goutte exaltée d'autonomie, goutte d'entre-deux d'autonomie, de libre exalté, goutte sur le bout de la langue, le bout bu. Elle le fait boire, cet iris de la nuit sans étoiles, cet arc-en-ciel du bord d'essence. L'outrepassé en C, abaissé bassin, penché hanche, fléchi flèche, l'itinéraire du plaisir ployé, inclinés à nous, se déverse la prosternation aux pieds des corymbes rallumés de l'épervière jaune hérissée du devoir d'extase ressuscitée. Les ellipses pleurent le contact avec leur foyer. Soudain, fange se pense autre. Buvons la langue dans une éprouvette d'alchimiste.
mélangée au sirop des souffrances, passeuse, elle nous baignera dans l'autre état. Et plus rien ne pourra nous arrêter. Bravo. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 FM à Paris et en région parisienne, et radio-libertaire.net dans les Pyrénées-Orientales, dans le Morvan, en Normandie. Voilà. Alors nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anna Serra, que nos fidèles auditeurs auront sûrement reconnu, je pense, puisque elle est venue plusieurs fois à l'émission, en 2019, en 2022. Alors, elle vient de nous faire une très belle lecture d'un extrait de son nouveau livre, Dans ce combat. Alors, la poète Anna Serra est dans notre studio. Salut Anna. Salut Patricia. Nous accueillons également avec joie Stéphanie Boubli, éditrice des éditions Supernova et poète également. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour à toutes les deux. Alors Anna, on va commencer là, tout de go. Parlons un peu de Dans ce combat dont tu viens de nous lire un extrait. Avant de parler de sa belle couverture rouge et du premier texte, la dédicace que tu as écrite en exergue, on va parler de ces 6 épigraphes, de ces 6 citations en exergue du livre. Pourquoi 6, 2 par 2? Ce n'est pas banal, autant de citations en début de livre, non. Et donc pourquoi un tel nombre? Pourquoi une telle présentation? Et de qui sont ces citations? Et peut-être quels sont les liens concrets avec ton texte? Alors, en effet, avant d'entrer dans le recueil de Dans ce combat, se présente une sorte de couloir, un sas, qui est aussi une forme de rituel. On va être loin de la lumière du jour et de ses bruits. Et pour rentrer dans cette grotte, eh bien, on se met à 4 pattes et on passe par un couloir. Voilà. Et alors, on n'est pas obligé de lire les citations à 4 pattes, hein. Mais c'est l'idée du retour à une forme d'animalité avant de se redresser avec un texte qui fait une lumière différente de celle du jour, mais qui fait le jour, je l'espère. Et ces citations vont par 2, en effet. Et si on regarde bien, elles avancent de façon chronologique. On commence avec l'hymne à Bacchus d'Horace, le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, la guerre sainte de René Daumal, le métier, Marina Tsvetaeva, à la pleine lune, Fadoua Suleiman, épreuve exorcisme, Henri Michaud. Et alors, on n'a pas systématiquement ce couple masculin-féminin, auteur-autrice, mais j'ai essayé de le tenir quand même, avec René Daumal et Marina Tsvetaeva, Fadoua Suleiman et Henri Michaud. Donc non seulement il y a cette progression dans l'histoire qui montre que le combat date et qu'il continue, et ce combat, il prend plusieurs teneurs, plusieurs formes selon les auteurs. En tout cas, à chaque fois, la réponse au combat prend la forme de la poésie et la poésie n'est pas séparée du combat. Elle est l'expression d'une lutte intérieure pour maintenir la flamme. Et chacun, à sa manière, fait référence à ce combat. Est-ce que je reprends les exergues plus précisément? Alors j'aimais bien cette idée d'un Bacchus qu'on associe seulement au jeu, à la fête, à l'ivresse. Et tout d'un coup, Horace nous attire notre attention sur un Bacchus, un Dionysos, qui sait concilier en lui à la fois la paix et la guerre. On te réputait bien impropre au combat, or tu conciliais en toi-même à la fois la paix et la guerre. Et je pense que c'est venu éclairer une nécessité chez moi de faire de la place à cette énergie du combat, de l'énergie du désir qui est
celle de la violence aussi, et qu'il n'y a pas à vouloir choisir entre la paix et la guerre, et que ce sont deux contraires d'une même médaille. Et la deuxième citation dit la même chose avec cet art du tir à l'arc. On fait du combat un art qui ne cherche que l'unité en soi, en fait. Et qui nécessite une initiation. La citation commence avec le maître du tir à l'arc, dans sa cérémonie. Et donc on a là tout de suite un télescopage entre deux activités, l'une qu'on associe à la fête et l'autre au combat. Et encore une fois, comme Dionysos et Bacchus, c'est en une seule et même personne que se concilient ces deux arts. C'est la recherche de l'unité des énergies. La guerre sainte de René Daumal fait référence à une guerre intérieure, contre nos mensonges intérieurs, contre nos propres masques. Et il nous invite à aller au-dedans. Voilà. Je continue là un peu de poser mon regard sur ces citations. Ensuite, Marina Tsvetaeva, cette magnifique poète de la dignité, du coup de cygne blanc en plein milieu de la rage, de la défaite, du combat, de la déchéance. Elle appelle mon cheval, mon front, mon soupir, cavalier, cheval, doigt, paume. Voilà. Elle est dans ces formules qui la tiennent debout. Voilà. Et Fadwa Suleiman, à la pleine lune, autrice, poète que j'ai eu la chance de connaître dans sa ferveur, dans son combat, et dans cette flamme de poésie qui était sa flamme pour tenir debout. Et à la pleine lune fait référence aussi directement à Dans ce combat, qui est constitué d'un ensemble de poèmes portant les numéros des phases de la lune. Ah voilà. Et enfin, Henri Michaud, qui n'a pas hésité à faire de la poésie l'espace du combat pour que le corps puisse se déchaîner, se démembrer, attaquer l'autre, attaquer son double. Et donc je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce couloir, ce sas de transition vers le texte. Voilà. Ok. Donc cela me semblait important de s'attarder sur ces citations en exergue. Et aussi dans le poème, tu fais plus que citer certains poètes. Tu dis le glaive des rêveurs de Marina Tsvetaeva, le couteau des rêves d'Antonin Artaud, le mont analogue. Et puis après, tu parles de l'histoire préhistorique de la poésie. C'est ça, en fait. Est-ce que c'est ça, en fait? Moi, j'ai compris ça comme ça. C'est-à-dire que c'est important. Tu fais référence à ces poètes, pas seulement comme une référence, mais parce qu'en fait, ils sont vraiment à l'intérieur de toi et de ton écriture. Ils sont dans la grotte, oui. Voilà. Le mot analogue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une allusion au mot imaginaire de René Daumal, qui relie la terre et le ciel, le visible et l'invisible. Oui, et puis l'histoire préhistorique, non seulement parce que ces auteurs sont dans ma grotte, mais aussi parce que ça ne m'intéresse pas de savoir si les hommes préhistoriques utilisaient ou conscientisaient le fait qu'ils faisaient de la poésie, mais c'est surtout cette recherche de contact entre terre et ciel, ce point de contact qui est l'extase, et qui se trouve à travers l'association avec un animal, à travers un rituel de rassemblement qui suit les cycles lunaires ou solaires ou des saisons, rituel de chasse, en fait, tout ce qui est associé au cycle et qui nous rassemble et qui se fête et se célèbre, tout envie, en fait, de retrouver ce point de contact avec une forme d'intuition de totalité, que ce soit conscient ou pas. Et c'est ça pour moi aussi l'histoire préhistorique de la poésie, c'est cette intuition de l'extase. Okay. Alors, peux-tu nous faire part des raisons de l'écriture de ce livre, s'il te plaît, ouais. Alors, il y a j'ai une part de réponse, parce que a posteriori, on peut toujours élaborer une historicité, mais
Après, il y a beaucoup de choses qui m'échappent dans le geste d'écriture, parce qu'il appartient à une nécessité profonde, une nécessité d'air, un appel d'air, une nécessité de remettre en ordre la matière du chaos, de remettre en ordre cette matière par le souffle, par le verbe, par l'esprit, par la direction, parce que pour moi, écrire, c'est donner une direction au langage et retrouver un axe, en fait, de communion avec l'environnement de vie humaine, vivante. Et donc, il y a cet appel et cette nécessité, cet appel d'air qui arrive souvent sous forme de crise, même, je dirais, quand le mur de la matérialité de nos vies est trop dur, trop haut, la matérialité des besoins de la vie, le mur aussi que peut être la maladie, que peut être l'incompréhension face à ce qui se passe proche de nous ou loin de nous dans le monde. Hein. Je parle de l'absurdité des violences, enfin, toute cette incompréhension, ce point d'interrogation-là qui forme un mur à l'intérieur de moi quand on a envie d'agir, de participer. Et la poésie est une forme de communion, de prière qui me rend présente à tous ces endroits-là, et de mon corps souffrant quand il souffre de maladie, et à tous les endroits qui ne sont pas mon corps, en fait. Voilà. Donc c'est né d'un appel d'air, d'un appel à être présente sur tous les lieux du combat, qu'il soit clairement médiatisé ou qu'il soit juste présent dans notre corps ou proche de nous, et aussi pour m'arracher une couche. En fait, je crois que chaque livre est une forme de peau que je m'arrache pour que la flamme puisse continuer de monter. C'est ça le sacrifice, c'est faire le feu et faire en sorte qu'il y ait quelque chose à brûler. Et donc, à un moment donné, je prends cette matière qui m'étouffe, cette matière qui est faite de tout ce à quoi j'ai été sensible dans mes lectures, dans mes rencontres, dans mes maturations de vie, et toutes les réflexions ambiantes. Voilà. Et je suis le fruit de cette interaction, et tout d'un coup, ce fruit, il a besoin d'un acte, d'un geste, c'est d'aller arracher la direction du langage, quoi. Et dans ce combat est venu m'apporter une respiration rythmée dans le cycle lunaire, puisque chaque poème de Dans ce combat est associé à une phase de la lune et vient danser son souffle, son verbe, ses mots, dans une acceptation du combat, dans une acceptation de l'adversité. C'est un grand texte de l'acceptation, en fait, de la totalité du désir, en fait. Ce désir qui me permet de créer, mais qui me fait aussi détruire pour créer. L'acceptation de cette violence en soi. C'est tout ça pour moi dans ce combat. Voilà. En fait, il m'a appris à accepter, il m'a appris la philosophie du combat, il m'a appris que la paix était dans cette acceptation de la violence intrinsèque à ce désir de vie, en fait, d'aller manger du monde, en fait. D'aller manger du monde, oui. Je crois que pour survivre, j'ai besoin d'aller manger du monde, oui. Et le poème me permet de me nourrir. Oui. Au début du texte, il y a une adresse de ta main, écrite par toi, une adresse. Et alors, cette adresse, elle m'a fait penser aux adresses que on reçoit dans la newsletter de La Perle à chaque fois. Et alors La Perle, donc c'est la ferme de poésie dont tu t'occupes, dont 2020. Tu es la maîtresse d'ouvrage depuis 2020. Donc c'est une ferme de poésie, hein, c'est vraiment. Et donc j'ai pensé à ça et je me suis dit peut-être que les conditions d'écriture de Dans ce combat, de ce recueil, sont vraiment très liées à La Perle. Oui, c'est juste. Puisque La Perle est un
est un lieu qui, quand je l'ai rencontré, ressemblait décidément, on dit beaucoup le mot grotte, mais c'est vrai que c'était une forme de grotte dans laquelle il a fallu survivre, dans le sens où il faisait froid, très froid, puisqu'on était dans le Morvan, et que je ne suis pas née avec cette aptitude forcément à lutter contre le froid venant de Perpignan, que le toit était troué, qu'il y avait des fuites d'eau, que l'eau, il n'y avait pas encore d'eau, etc. Bref, c'était une aventure qui a demandé beaucoup de corps, beaucoup de lutte, mais c'est vrai que Dans ce combat a été écrit principalement à la ferme La Perle, et puis c'était aussi se confronter à un milieu qui ne comprenait pas, enfin le milieu des artisans, qui comprenait pas forcément la notion de maîtresse d'ouvrage, poète surtout, qui s'improvise maîtresse d'ouvrage, il y avait ça quand même aussi. Donc il y avait aussi, oui, une lutte à essayer de se faire comprendre, mais c'est tout ce que j'ai dit avant, en fait, c'est-à-dire le mur de l'incompréhension générale des comportements entre les humains, l'incompréhension en soi, surtout d'aller chercher ses mensonges, d'aller chercher ses illusions, d'aller chercher son besoin, en fait, de violence. Et d'aller dans cet aveu-là. La poésie est confession d'abord par ça, en fait, par ses propres aveux qu'on met sur la table. Et toute expérience, et notamment celle de La Perle, m'a fait mettre encore et encore des éclairages sur notre nature, sur notre passage sur Terre. Et elle est forte, cette expérience de vivre à La Perle. Donc forcément, Dans ce combat est relié à ce texte, mais encore une fois, c'est au-delà. C'est au-delà de ce lieu. Ok. Alors, justement, c'est au-delà. Et il me semble que Dans ce combat... Alors, dis-moi, hein, parce que peut-être que je vais trop loin, mais il me semble que ce livre, donc, Dans ce combat, relève un peu du manifeste, en ce sens qu'il revendique le travail, il circonscrit le travail du poète, l'importance de la langue qui est presque personnifiée, presque autonome, en fait, et en même temps reliée. J'aime bien ces mots de autonome et relié. Alors, je fais une petite... Alors, c'est étrange, parce que moi, justement, une des choses qui m'a touchée parmi tant d'autres, et je pourrais m'exprimer un peu plus tard là-dessus, mais c'est justement, je trouve qu'il y a une absence de revendication. Et justement, pas une revendication, et c'est une des raisons qui m'a fait accrocher tout de suite à ce texte-là, parce que c'était aussi un moment où moi j'avais rien d'autre j'avais envie de revendiquer rien du tout, mais c'était plus une confirmation de mes intuitions qu'elle écrivait avec toute son érudition et tout ce travail de la langue. Donc c'est intéressant de justement, moi j'ai trouvé que c'était l'inverse c'était pas quelque chose qui souhaite prendre de la place, ou c'est pas un texte qui crie, c'est pas un texte mais je l'ai pas pris comme ça. Hein, ouais. Non, mais c'est intéressant, du coup, parce que ça nous permet de clarifier ce mot de manifeste. Parce qu'en effet, il y a plusieurs interprétations dans ce mot de manifeste. Il y a le manifeste politique qui revendique un nouveau programme et qui veut créer une communauté autour. Donc en ce sens-là, il est clair que c'est pas Dans ce combat, mais Patricia non plus, tu éclairais, j'ai bien compris, le manifeste en tant que manifester une réalité, c'est ça. Se manifester à travers une langue à part, et donc manifester une identité plus réelle, une identité plus totale à travers ce manifeste. Mais c'était important de clarifier, donc merci pour ton intervention, parce que c'est vrai qu'on peut des fois être dans des évidences, et donc en ce sens-là, oui, on peut dire que Dans ce combat fait partie des poèmes manifestes, c'est-à-dire des poèmes performatifs, qui sont issus d'une crise, en fait. C'est ce geste nécessaire de planter un poème pour survivre. Et de le planter pas entre soi et soi, de le planter en essayant d'être à tous les endroits
Et pour ça, il faut une langue. Il faut une langue qui soit capable de voyager à tous les endroits en même temps, qui soit sur les bords, qui soit libre du diktat d'être comprise, qui soit autonome et reliée, comme tu dis, et qui forme autant de vases dans lesquels on peut couler notre propre participation, en fait. C'est-à-dire toutes ces formules de danse-combat, c'est des appels, en fait, à ressentir le son de la langue, le pouvoir de la langue, le pouvoir de l'opacité de la langue. Quand elle s'obscurcit, elle commence à devenir menaçante. Mais qu'est-ce qu'elle veut menacer ? Elle veut menacer ce qui est superflu en nous. Elle vient attirer en nous cette lumière qui sait entendre le poème, qui reconnaît le poème. Il y a quelque chose en nous qui est libre du besoin de comprendre. Mais ça demande une pratique. Après, je ne souhaite pas faire un livre en disant c'est pas grave si on comprend pas. C'est pas ça. J'appelle à une compréhension participative, c'est-à-dire on est deux à faire le poème, le lecteur ou l'auditeur et celui qui écrit. Et la compréhension, elle consiste en recréer l'expérience de pensée qui est proposée par ces formules d'images. Chaque image est une proposition d'expérience de la pensée. Et la pensée se fait en images depuis que la philosophie existe. Et la poésie est cette expérience extrême de la pensée et qui vient agiter en nous, remuer en nous le centre, la flamme, la question, qui suis-je, où suis-je, que suis-je ? Et la poésie ne vient certainement pas apporter des réponses, mais de quoi brûler, continuer à faire monter cette flamme. Et je pense que c'est cette intuition-là auquel faisait référence Stéphanie, c'est cette liberté-là. C'est cette liberté de brûler, de faire un feu qui éclaire non pas ce qui va pas, mais ce qui doit être. Voilà. C'est l'autre état dont tu parles. Oui, on peut dire ça. Je pense qu'on sait en nous ce que veut dire l'autre état. L'autre état qui fait que rien ne nous arrête. Cet autre état qui est l'endroit de la source de nos forces. On a tous eu à aller chercher des ressources qui nous ont surprises, qu'on ne pensait pas, qui étaient insoupçonnables en nous. Et ces ressources-là, elles nous rendent presque... elles nous protègent. On sait qu'on peut toujours creuser plus loin vers cette source. Parce que cette source-là, elle anime en nous la distance. Voilà, cette distance, cette fameuse distance qui fait qu'on se détache de nos identifications. Et dans cette distance, il y a l'air. Il y a l'air suprême. Mmh.